Madame, Monsieur, bonsoir. Les résultats des élections législatives anticipées en Espagne au menu de questions d'actu ce soir. Avec 100% des voix comptées, ni les blocs de gauche ni de droite n'ont réussi à obtenir une majorité. La coalition attendue entre le Parti populaire conservateur et l'extrême droite Vox ne s'est pas encore concrétisée. Et fait marquant, ce dimanche a incontestablement été une mauvaise soirée pour le parti de l'extrême droite qui a perdu 19 sièges et voyant ainsi sa part de vote réduite et ses chances de jouer au faiseur de roi réduites. Le PP a remporté 136 sièges et donc 33 pour Vox, ce qui leur donne un total combiné de 169 sièges, 7 sièges de moins que la majorité absolue de 176 sièges nécessaires au Congrès espagnol qui compte 356 sièges. Et la gauche alors, toujours en chiffres, le PSOE du chef du gouvernement sortant a remporté 122 sièges, 2 de plus que la dernière fois, tandis que ses alliés de la nouvelle coalition de gauche Sumar ont remporté 31 sièges, donnant aux deux principaux partis de la gauche espagnole 153 sièges, soit moins de sièges que le PP et Vox réunis. Ils ont, cela dit, plus d'options lorsqu'il s'agit de conclure des accords pour gagner le soutien des petits partis, alors qu'ils s'efforcent de former ce fameux nouveau gouvernement. Mais tout se joue du côté d'un seul parti aujourd'hui. Il s'agit de Junts, les désormais fameux 7 de Junts, comme les appellent les médias espagnols. À noter enfin que le 17 août prochain, le Congrès espagnol devra se réunir et ensuite le roi Felipe VI devra rencontrer les chefs de parti pour déterminer quel candidat pourrait obtenir le soutien des députés pour devenir le prochain Premier ministre espagnol. D'ici là, les tractations vont bon train, mais difficile pour l'instant d'entrevoir une issue. Nous en débattons ce soir. Au cas échéant, de nouvelles élections pourraient être organisées. Une autre question qui est tout aussi d'actualité, c'est la position positive de l'Espagne sur la question du Sahara et les enjeux de ces élections sur cette question. Le débat de ce soir, ce sera en compagnie de nos deux invités. Tout d'abord, le conseiller politique et rédacteur en chef de Morocco World News, Samir Bennis. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci, je suis ravi d'être avec vous enfin sur le plateau. Enfin sur le plateau, parce qu'on le fait souvent en distanciel. Et je voudrais aussi préciser que vous êtes un fin connaisseur des affaires politiques espagnoles. Et d'ailleurs, vous y avez dédié un ouvrage. Deux ouvrages. Nous allons en parler. Nous avons également avec nous un fin connaisseur en sciences politiques, juridiques et sociales. Il est d'ailleurs le doyen de l'Institut dédié à ces sciences à l'Université Mundiapolis, Ali El-Harechi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, tout le plaisir pour moi d'être avec vous. Marhaba, toujours un plaisir de vous accueillir, très cher professeur El-Harechi. D'abord, messieurs, une lecture des résultats des élections anticipées en Espagne. Samir Bennis. Tout d'abord, je voudrais signaler que les élections espagnoles ont cette particularité de pratiquement ne jamais être célébrées à la date fixée par l'État. Quelle est la date fixée? Cette fois-ci, il n'y a pas eu de date fixée. Normalement, puisque les élections antérieures ont été célébrées en 2019, elles auraient dû être célébrées fin 2023, parce que la législature dure 4 ans en Espagne. À ce jour, l'Espagne a tenu, depuis 1978, 16 élections législatives. À 16 reprises, l'Espagne n'a pu tenir les élections à la date fixée qu'une seule fois. Et ce fut en décembre 2015. OK. Pendant pratiquement maintenant 44 ans, l'Espagne a réussi une seule fois à se concerter, à être gouvernée d'une manière qui permet aux partis au pouvoir de gouverner sans avoir à appeler à des élections anticipées. Alors pourquoi d'ailleurs, justement? Qu'est-ce qui a déclenché ces élections anticipées? Bon, c'est la défaite cuisante du Parti socialiste, le PSOE, lors des élections municipales et autonomiques du 28 mai dernier.
Et là, on voit un petit peu... C'est là où, à la surprise quand même de tout le monde, c'était pas une Pedro surprise. Sánchez annonce des élections anticipées, parce qu'elles devaient se tenir en novembre, Oui, ces mais élections qui sont tenues en 23 Pour juillet. les observateurs de la scène politique espagnole, ce n'était pas une surprise. Parce que, quand même, la figure de M. Sanchez est un peu controversée en Espagne. Il ne jouit pas de l'unanimité du peuple espagnol. Donc, dans les autonomies et dans les élections autonomes et régionales, on s'attendait à ce qu'il y ait un raz-de-marée de droite. D'autant plus que la droite a su capitaliser sur certaines questions de politique intérieure et extérieure qui ont un petit peu porté atteinte à l'image de Pedro Sánchez. Okay. Mais pour les... J'allais dire... J'avais une idée dans la tête, mais je l'ai malheureusement perdue, je reviendrai dessus. Mais il y a aussi une idée que je devrais vraiment relever, c'est lors de ces élections, on a encore une fois assisté à l'échec des sondages d'opinion. Car avant les élections de dimanche, toutes les enquêtes d'opinion donnaient le PP comme vainqueur avec une marge confortable qui lui aurait permis de former un gouvernement juste rien qu'avec Vox. On disait que le PP allait obtenir 150 sièges, exact, alors que le PSOE devrait obtenir 110 sièges, ce qui aurait été similaire au nombre de sièges que le PSOE avait obtenu en 2011, qui était alors considéré comme le pire résultat électoral du PSOE. Or, on a vu que les élections ont donné tort à ces enquêtes d'opinion et encore une fois, ils remettent en cause la crédibilité de ces sondages. Absolument, parce qu'effectivement, beaucoup tablaient sur un raz-de-marée, comme ce fut le cas pour les régionales. Absolument. Pour les législatives, un raz-de-marée bleu de la droite. Ce ne fut pas le cas. Même question pour vous, Ali El-Harichi. Un commentaire d'abord sur ces élections anticipées et surtout sur le résultat en complément à ce que vient de décrypter Sibnis. Bon, juste en parlant de l'Espagne, c'est vrai que l'Espagne a vécu une grande période sous un régime qui était franquiste, donc sous un régime fasciste. Effectivement, quand on parle des élections depuis la troisième vague de la démocratisation qu'a connue l'Espagne, celle décrite par Samuel Huntington, de 1975 à aujourd'hui, il y a eu une alternance. J'allais vous interpeller sur l'alternance, parce que c'est pour ça qu'on s'attendait aussi à ce que le PP remporte ces élections. Parce que depuis 2000, on a eu le PP, ensuite PSOE. Il y a une certaine alternance, effectivement. Tout à fait. Donc il y a une certaine alternance, mais avec une Espagne qui reste dans ses profondeurs aussi conservatrice. C'est ça. Il y a une Espagne très conservatrice, mais aussi dans un enjeu global et régional, c'est qu'il y a l'arrivée de la droite et des extrêmes droites dans toute l'Europe. Et l'Espagne fait partie, d'autant plus que c'est un peu la porte de l'Europe avec les défis migratoires et d'autres défis. Donc, quand on revient à l'anticipation du président du Conseil, donc, qui est le chef de gouvernement, M. Sanchez, moi personnellement, dans une émission, j'avais dit que c'est quelqu'un qui a joué un pari, qui a fait un très bon pari en anticipant les élections. C'était au mois de juin. Pourquoi ? Parce que d'abord, il savait très bien qu'à partir du début de juillet, il allait être président de l'Union européenne. Et avec tous les enjeux qu'il y a au niveau de l'Union européenne et avec maintenant un certain recul de la droite. C'est vrai, il y a la droite qui arrive en Italie et partout, mais c'est-à-dire cette droite qui est non européenne, qui ne veut pas l'Europe, lui, il a joué ce jeu-là et il a anticipé. C'est-à-dire il savait que s'il donnait plus de temps à la droite et surtout à l'extrême droite, à Vox, il allait perdre. S'il avait attendu jusqu'à la fin du mois de décembre, c'est-à-dire le mois de décembre pour les élections, comme cela c'est la date qui était normalement fixée, il allait perdre. Donc la politique, c'est l'art du possible. Et lui, d'une manière très intelligente... Il le connaît bien, Sanchez, cet art du possible. Bien sûr. Alors, très intelligemment, il a anticipé pour jouer sur cet amalgame, l'Union européenne. Vous avez parlé du Maroc, mais vous avez aussi parlé de l'accord de pêche. Ouais. L'accord de pêche où les Espagnols
en 93 bateaux sur les 128. Oui. Donc c'est toute l'Andalousie. Donc lui, La voilà. Galicie aussi. Donc voilà nos amis les Marocains. On attend bien sûr la résolution, enfin la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais voici nos amis marocains avec qui nous avons un accord. Et moi, je suis l'ami des Marocains. Je suis celui qui a réussi à faire un partenariat aujourd'hui vraiment. Il a fait un tournant historique, il faut le dire, avec le Maroc. Donc la position de l'Espagne par rapport. Donc tout cela est un jeu. Il a joué sur ce qui est interne, sur les enjeux, comme vous avez dit, internes et externes, pour anticiper. Donc cette anticipation était en sa faveur. S'il avait attendu un peu plus, il aurait vraiment perdu. Anticipation en sa faveur, oui, Samer Bennis. Et il y a aussi cette question, parce qu'on va parler d'abord de la chose interne avant qu'on parle de la politique extérieure. Il y a aussi le facteur été. Le facteur que les élections aient été célébrées en plein mois de juillet, alors que les gens, la plupart d'entre eux sont en vacances. Moi, j'ai parlé avec des amis espagnols qui m'ont dit que le PP n'a pas réussi à atteindre les résultats escomptés parce que beaucoup d'Espagnols n'ont pas réussi à revenir chez eux pour voter à cause des... De toute façon, mais il y avait le vote il y avait le vote électronique. Non, mais ce n'est pas encore répandu en Espagne. Qui a profité au PSOE. Absolument. Parce que c'est là où il a... Parce que le pari est simple. Vous voulez revenir au franquisme, vous voulez revenir aux années de la guerre civile, vous voulez revenir à l'extrême droite. Voilà, la gauche est une alternative. Mais la gauche est une alternative. Alors, une alternative qui a été quand même largement critiquée à cause de ses prises de position loin du conservatisme idéologique de l'espagnol lambda. Mais sur le plan économique... C'est ça, c'est des prises de position aussi, et qu'on connaît de tous les partis démocrates, qui sont purement sociétaux, que le parti du chef du gouvernement sortant a payé les pots cassés de ses choix, justement sociétaux. Oui, juste pour okay. On laisse peut-être Sidi El-Harachi répondre. Oui. Juste il ne faut pas oublier, M. Sanchez, il a de très bons résultats économiques. Sur le plan économique, il n'y a pas... C'est-à-dire il a un très bon bilan. Il faut le dire, le bilan... La gestion Covid... la gestion de l'économie, Covid, il a un bon bilan. Ouais. Maintenant... Bon, fiscal, c'est autre chose. Non, fiscal, c'est autre chose. Mais sur le plan économique, c'est-à-dire la croissance en Espagne, elle était bonne avec Sanchez. Malgré la crise de la Covid. Le facteur temps, mais il y a aussi les partis de l'extrême droite qui veulent revenir sur tout ce que les Espagnols ont gagné pendant ces 45 ans. Ils veulent abroger toutes les lois. Droit d'avortement, tous les droits sociétaux qui ont été, c'est-à-dire acquis après de longues années de franquisme. C'est-à-dire, même avec la droite, ils ont été acquis même pendant la gouvernance de la droite. Et c'est pour cela que c'est une certaine gauche qui ne votait pas a voté, je pense. Il y a ceux qui ont voté, je pense. Non, mais même Vox a perdu, beaucoup de sièges. 19 sièges. 19 sièges, oui, absolument. 19 sièges perdus. Il a 30. 19 sièges perdus pour Vox, c'est quand même une surprise. C'est un recul. Samer Bennis. C'était inattendu 2019, ou c'était aussi non sans surprise? C'est un peu j'ai envie de dire, l'enfant mal aimé, mais à mal nécessaire, ce Vox. Il faut mettre sur le compte de M. Sanchez et de la gauche avec Sumar, qui ont joué sur cette peur de la gauche espagnole ou du centre espagnol sur le retour du spectre du franquisme. Parce que Vox, c'est de l'extrême droite et il représente un petit peu comme le fantasme du passé de l'Espagne. Et la grande majorité des Espagnols, même s'ils sont contre certaines politiques que Sanchez a entreprises, notamment en ce qui concerne la Catalogne sur le plan intérieur, mais ils sont quand même contre toute velléité de retour au franquisme. Donc ça a joué en faveur du Parti socialiste. Et là, en parlant quand vous dites que le PSOE a payé le pot cassé pour les politiques qu'il a adoptées, là je voudrais souligner un paradoxe qui s'est produit en Espagne. Car même si le PSOE a payé les pots cassés pour ces politiques internes, notamment en ce qui concerne la Catalogne pendant les élections autonomes et régionales, pendant les élections législatives, il a gagné, notamment en Catalogne. En Catalogne, il a gagné 9 sièges de plus au détriment des partis indépendantistes. Et pourquoi? Parce que c'est grâce à sa politique de rapprochement
avec les partis catalans indépendantistes qui a été condamné par la grande majorité des Espagnols, qui a été d'ailleurs reflété dans les élections régionales, mais a été quand même récompensé par les Catalans eux-mêmes qui ont donné au Parti socialiste 9 sièges de plus que dans cette région, qui a récompensé un petit peu les pertes de ce parti en Andalousie, car il faut relever que le PSOE a perdu beaucoup de terrain en Andalousie, qui a toujours été sans fief. Oui. Et le deuxième paradoxe de ces élections, c'est que malgré le fait que le PSOE a perdu les élections, et les élections, vous parlez des élections régionales? Non, législatives. Ah, législatives. Du 23. Voilà. L'écart qu'il y a eu entre le PSOE et le PP est seulement de 300 000 votes. Mais le PSOE a gagné deux sièges de plus qu'en 2019 et 700 000 voix de plus. Presque 1 million, hein, ils disent même jusqu'à 900 000. Mais le PP a gagné 3 millions de voix de plus. Absolument. Mais le fait que le PSOE a gagné 700 000 voix et deux sièges de plus montre bien que ce raz-de-marée dans les médias et les sondages parlés n'a pas eu lieu. Et que M. Sanchez a bien su comment capitaliser sur les erreurs que Feijóo a commises pendant la campagne. Surtout pendant un des débats où il a menti à une présentatrice et au lieu de s'excuser, il a persisté sur son mensonge et ça lui a coûté beaucoup en termes d'image et on l'a vu lors des élections. Alors, qui est le plus susceptible d'être en mesure de former un gouvernement, Feijóo ou Sanchez? Bon, maintenant, les chiffres, ils sont là. Il faut avoir 176, c'est la majorité absolue, c'est-à-dire 175 plus 1. Maintenant, Feijóo avec Vox, ils ont 169. Vous avez parlé tout à l'heure des 7 voix, les 7, je dirais, les 7 anges ou 7 mercenaires, les 7 voix qui vont pouvoir placer... C'est un chiffre quand même qui reste très, avec beaucoup de symbolique. Même mystique. Oui, c'est le chiffre de Dieu, normalement. C'est ça. Alors, ces 7 voix, plutôt 7 sièges, sont très importants pour Feijóo. Logiquement, c'est lui qui est arrivé en premier, c'est lui qui doit constituer. Mais là, on tombe dans le blocage. Il l'a dit. Oui, il a dit, c'est son droit. Il a dit, laissez-moi gouverner. Je veux dire, j'ai gagné ces élections, alors laissez-moi gouverner. Il n'y a jamais eu un chef du gouvernement dont le parti a perdu et qui a gouverné. C'est un peu le cas de Sanchez aujourd'hui. Oui. Alors, c'est le blocage. Bon, vous avez la majorité, pas la majorité, vous êtes premier, mais vous n'avez pas la majorité. C'est ça. C'est un blocage et c'est la démocratie. Tout à l'heure, on a parlé de cette transition démocratique. C'est ça la démocratie. Il faut avoir un ensemble qui fait la majorité. Maintenant, les 7 réellement ne peuvent pas être avec Feijóo. Parce que même Feijóo a essayé... C'est avec Feijóo ou avec le Vox? Non, ou avec parce qu'il y a Vox. Est-ce que c'est Santiago Abascal qui bloque toute coalition de droite ou c'est Feijóo? Ils ne peuvent pas être avec Vox parce que ce sont vraiment de l'autre côté. C'est l'antagonisme total. Vous avez des partis de l'extrême droite de l'État unitaire et vous avez d'autres partis, comme a dit Sébnis tout à l'heure, qui sont, c'est-à-dire dans certaines autonomies très, et même indépendantistes. Quand on parle des Catalans, et même leur président, il est en Belgique, il a été condamné et il est en Belgique, donc le président de ce parti-là. Donc, alors là, parce que comment se passe? Il y a le conseil vous avez tout à l'heure parlé du Congrès, ils vont se présenter et il faut avoir, c'est-à-dire l'investiture. Et ce qu'ils demandent, c'est que, puisque je suis le premier, pour respecter la démocratie, il faut que les socialistes s'abstiennent de voter. Les socialistes, ils ont dit, on ne peut pas laisser le retour du franquisme. Donc, c'est ça, c'est le jeu politique. Alors, ce qui est maintenant celui qui aime moi, peut effectivement se présenter et pour une première investiture et même pour une deuxième et gagner parce que pour la deuxième investiture, il peut gagner par la majorité, c'est-à-dire pas absolue, c'est-à-dire juste le nombre de voix. Ah bon? Oui. Donc on parle plus de 176 sièges. Contre les non. Oui. C'est-à-dire au début, tu peux avoir, tu ne peux ne pas le remporter, mais la deuxième, tu peux le faire. C'est ce que va faire Sanchez. Maintenant, Sanchez, il joue sur un jeu très intéressant.
il a fait la peur, c'est-à-dire retour au franquisme, l'extrême droite, ce que vous voulez. Mais maintenant, il doit gérer, il doit convaincre l'autre parti, parce que aussi ces partis-là, vous avez parlé tout à l'heure, je pense, de l'état de certains partis. Il y a le parti basque, il y a aussi les Catalans. Il faut convaincre les Espagnols que je peux gouverner avec ces partis-là. Parce que l'Espagne, finalement, est un État unitaire. Ce n'est pas un État fédéral. C'est un État unitaire avec une seule constitution. C'est-à-dire, même la superposition des constitutions qui est dans l'État fédéral ne siège pas. Et on a vu ça quand le président du parti, c'est-à-dire catalan, est parti. C'est l'article 5 de la constitution espagnole qui a été articulé. Donc tout cela fait que la possibilité, bon, je pense, soit c'est Sanchez, soit ils vont retourner à d'autres élections. Et juste pour fermer la parenthèse, c'est qu'il y a eu un très grand taux de participation. Oui. On est presque à 70%. Peut-être les sondages n'ont pas calculé ce taux d'abstention au vu de l'été, comme vous avez dit. Ce taux de participation, il est très important. Ça a permis, je pense... Non, mais ce taux, il n'est pas surprenant, il est toujours aux alentours de 68, 69, 70. Non, mais dans cette période-là, pour l'été, c'est un taux qui a fait peut-être la conscientisation de certains Espagnols qui ne veulent pas retourner à l'extrême droite. Parce que c'est une peur, on leur fait peur de l'extrême droite. Alors, d'un côté, il y a la peur du franquisme, donc c'est un peu, comme je disais, l'enfant mal aimé, mais un mal, pour le PP, pour le Parti populaire, c'est un mal nécessaire. Pour le Parti socialiste de Sanchez, il y a cette association avec le Parti nationaliste basque, Bildu, qui pose problème. Juste avant de répondre à cette question, juste pour souligner que dans le cas où Sanchez réussirait à former une coalition gouvernementale, il ne serait pas la première fois où un parti qui a perdu les élections siégerait à la Moncloa. On a vécu ce scénario à partir de juin 2018, lorsque le PSOE, Pedro Sanchez, a présenté une motion de censure contre Rajoy après une investigation qui a montré que le PP, depuis 1999, était impliqué dans des corruptions, dans le financement de ses activités. Oui. Et donc, Sanchez a remplacé Rajoy et il a gouverné pendant quelques mois. Après, il a convoqué les élections pour je pense, le mois d'avril 2019. Après ces élections, il n'a pas réussi à avoir une coalition. À la suite de ça, il y avait les élections de novembre 2019, à la suite desquelles il a réussi à former la première coalition gouvernementale de l'Espagne démocratique. Ça aussi, c'est un point qu'il faudrait souligner. Oui, c'était la première fois. La première coalition gouvernementale de l'Espagne démocratique, c'était celle de 2019. Exact. Et pour revenir sur votre question en ce qui concerne Bildu, qui a, je pense, 6 sièges, c'est là où on va tomber dans les paradoxes de la démocratie espagnole. Car maintenant, pour que l'Espagne soit gouvernable, il va falloir qu'un des partis, dans l'espèce le PSOE, compose avec un parti qui était le bras politique de l'ancien État un mouvement séparatiste. Voilà, un mouvement séparatiste. Et c'est là on va voir... C'est un mouvement séparatiste. Oui, absolument. C'est un mouvement séparatiste et terroriste. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont tué des centaines de personnes. Et moi, d'ailleurs... Ironie du sort, le leader de Vox était protégé parce que c'était le petit-fils du maire d'une ville qui était la cible d'attaque de l'État parce qu'il était franquiste à l'époque donc c'est là on voit... En tout cas, on voit même des animosités entre les leaders politiques historiques. Voilà. Donc c'est là on voit un petit peu le paradoxe cette fragilité de la démocratie espagnole, parce que même gagner les élections ne garantit pas l'arrivée au pouvoir. Et c'est pour ça que j'interpelle. Est-ce que c'est pas la démocratie? C'est ça? C'est vraiment. En fait, vous avez dit tout à l'heure, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Pour moi, c'est une démocratie défaillante, parce que pour moi, un parti qui a gagné les élections devrait, dans tous les cas, avoir les clés du pouvoir. Un parti qui a perdu avec 16 ou 15 sièges de différence ne devrait pas être permis de gouverner. Mais pour nous, en tant que Marocains,
pour l'instant, si on parle un peu des peurs de certains qui ont peur du retour du PP, on dirait que ça nous arrange que le PSOE reste au pouvoir. Certes, mais dans tous les cas, même si le PP revenait au pouvoir, les intérêts du Maroc resteraient sains et saufs. Très bien, nous allons y revenir en détail. Peut-être un commentaire d'abord sur ce parti de Junts. On n'en a pas parlé. Ah oui. C'est cette voix. Alors, Junts, c'est la Catalogne. C'est un mouvement indépendantiste. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de chance qu'il fasse alliance avec la droite, avec le PP? C'est impossible. Avec Vox, impossible. Impossible. Même avec la droite. Parce que je parle du PP. Vox, oui. Même le PP, même le Parti populaire, ouais. Il a toujours été opposé aux demandes des indépendantistes, que ce soit Euskal Republican Catalunya ou Junts. Et d'ailleurs, il était opposé aux concessions que Pedro Sánchez a faites à ces partis à la suite des élections de 2019. Donc, dans ces élections, la partie ne sera pas facile pour Sánchez pour obtenir l'investiture. Pourquoi? Parce qu'on devrait se rappeler qu'en 2019, Junts avait voté contre l'investiture de Sánchez, qui avait obtenu 2 fois seulement de différence par rapport au PP. Il avait 169, je pense, 167 contre 165 pour le PP. Or, cette fois-ci, le PSOE devrait convaincre, faire tout son possible pour amadouer Junts, surtout Carles Puigdemont qui vit à Bruxelles, pour le convaincre de s'abstenir lors du vote pour l'investiture. Ah, donc ce n'est pas pour voter, c'est juste pour s'abstenir. C'est l'abstention qui est visée. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ne pas voter pour? Non, parce que le compte qu'il y a, le seul scénario où le PSOE pourrait être investi, c'est qu'il y ait d'abord les votes du Parti nationaliste basque, du Euskal Republicana, et ça va lui donner 172 voix. Dans ce cas-là, il lui faudrait juste que Junts s'abstienne du vote. Quelles sont les demandes de Junts aujourd'hui? Elles sont 2 fondamentales. L'amnistie pour les prisonniers qui ont été emprisonnés à la suite du référendum de 2017, et plus de concessions en ce qui concerne le droit de la Catalogne à l'autodétermination. À l'autodétermination. Donc ça sont des demandes... Mais il n'y a pas aussi une demande de référendum pour l'investiture de Pedro Sánchez, de ce même Junts, de ce même parti politique? Il y a 2, les demandes elles sont 2 fondamentales. Oui. Celles que je viens juste de mentionner. D'ailleurs, juste une information, Carles Puigdemont avait dit mi-juillet qu'il n'allait pas voter ou donner ses voix au PSOE. Et juste hier, il a fait un tweet où il a dit qu'on va tenir notre parole. Donc, à partir de là... Donc il y a abstention. Non, même abstention. Il a dit, même abstention, il n'est pas sûr que le PSOE l'obtienne de la part de Junts. Donc là, je vois que la partie va être trop serrée, trop difficile pour le PSOE pour obtenir l'investiture. Et on risque les tractations risquent de se prolonger pendant des mois. Et ce ne serait pas la première fois, car en 2000... Mais normalement, le 17 août, c'est l'ouverture du Congrès et c'est le vote. Dans le cas où il n'y a pas de majorité absolue... Ce sera certainement le cas. Ce sera certainement le cas. Il n'y a pas de majorité absolue. Vous approuvez Non, c'est-à-dire la majorité absolue ne peut l'avoir la droite qu'avec ces 7 voix. Parce que tous les petits partis sont de gauche. Ouais. Je parle de la gauche. Alors, avec PSOE, la gauche, c'est avec une investiture, c'est-à-dire il peut y avoir une investiture de PSOE, donc du PSOE, donc du parti de Sánchez, avec Soumar, et avec ces petits partis de gauche, avec la majorité pas absolue. C'est-à-dire, voilà, simple, 2 votes. La première est, c'est-à-dire pour l'autre, puisqu'il est le premier, et la deuxième, c'est le nombre de voix. Voilà, le nombre de voix. Et c'est le nombre de voix va être supérieur à 169. Ou bien, vous comprenez, parce que les 169 sont ceux du PP.
Donc cette possibilité, elle est beaucoup plus réaliste aujourd'hui. Si Sanchez, bien sûr, il fasse des concessions, mais aujourd'hui, quand on parle de la politique, qu'il soit interne ou externe, on parle du compromis. C'est la nouvelle théorie dans la gestion de la vie politique. Il va certainement accepter certaines choses, peut-être l'amnistie sur les prisonniers. L'Espagne, elle a un caractère très, très particulier. Bien qu'elle soit un État unitaire, elle a des particularités de l'État fédéral. Chaque État, enfin si vous voulez, la Catalogne, l'Andalousie, ils ont leur parlement, leur gouvernement. Il y a des lois, mais toujours dans le cadre de la seule constitution espagnole. Donc il peut y avoir certaines concessions, parce que même pour le parti qui est catalan, ou le parti séparatiste ou indépendantiste, il n'a pas intérêt de rester dans cette... Parce que ça fait quand même 4 ans depuis le référendum, depuis ce qui s'est passé. Ils ont intérêt à réintégrer, mais avec de nouvelles, bien sûr, demandent beaucoup plus d'autonomie, et une autonomie beaucoup plus large. Donc, et bien sûr, avec la langue et tout ce qu'il faut. Il y a déjà la langue, il y a l'utilisation de la langue et tout, donc catalan. Donc tout cela fait que Sanchez, il joue sur ça. Et il joue sur le fait qu'il soit président aujourd'hui de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça change justement? Parce qu'on pourrait s'inquiéter, ou Bruxelles pourrait s'inquiéter, si l'Espagne d'abord reste distraite par sa politique intérieure, et si effectivement le blocage continue et qu'il n'y ait pas de gouvernement. Bon, cela dit, le gouvernement actuel sortant, il est toujours en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement. Alors, c'est simple. L'Europe, tous les partis de l'extrême droite sont anti-Europe. Que ce soit les partis français ou italiens, ils réclament l'Europe, la souveraineté. Donc l'Europe, elle a intérêt que ce soit Sanchez qui soit à la tête du gouvernement espagnol. Donc, il y a un jeu... prenne cette présidence tournante de l'Union européenne. Il est déjà en restant. Bon, il est. Donc, il va essayer de travailler. Il y aura de la diplomatie des couloirs. Il y aura beaucoup de choses qui vont être faites. Donc, moi, quand j'ai dit tout à l'heure, il a anticipé. Il a joué sur 3 ou 4 facteurs, dans celle de l'Union européenne, dans celle des parlementaires européens, qui peuvent parfois convaincre certains députés élus, nouvellement élus, pour être peut-être, quand on parlait des partis catalans, avec Sanchez. Parce qu'il voit l'intérêt de l'Europe, ou de l'Union européenne, qui est devenue très fragile. On a vu la fragilité, on en a parlé, et qui est assez fragile. Depuis, on a vu au niveau de la Covid, on a vu que l'Europe était fragile et que même les articles de la charte de Rome n'ont pas été appliqués. Même la guerre en Ukraine a vraiment fait vaciller avec la Covid, on a vu l'article 5, celui de la subsidiarité qui n'a pas pris lieu, alors que c'est un article vraiment fondateur de l'Union européenne. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui est dans l'unité de l'Union européenne. Donc ils ont besoin de Sanchez. Et il y a beaucoup de projets maintenant au niveau de l'Union européenne qui sont en train de se faire. Il y a un projet sur l'immigration, sur la migration. Nous savons que Vox, c'est un parti anti-immigration, légal, illégal. Il est vraiment anti-immigration. Et il y a aussi un caractère, on va dire, anti-islam aussi. Oui. Et voilà, ça dépend du mouvement migratoire, parce qu'ils ne sont pas contre les mouvements migratoires d'Amérique latine vers l'Espagne. Mais ils ne veulent pas le maghrébin sur leur sol. Vox, c'est vraiment anti-islam. On a vu d'ailleurs par rapport à la déclaration qui a été faite par M. Miara et la réaction de Vox d'ailleurs par rapport à cette déclaration. À cette sortie de piste. Non, Emilia, elle est marocaine. Bon, cette sortie, moi je parlais de la sortie de piste d'un élu du Parlement marocain, mais ce n'est pas, en tout cas, un élu et un président de la Chambre des conseillers. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est juste pour dire que Sanchez, il a joué toutes les cartes. Il a très bien joué les cartes. Je ne dirais pas qu'il a bluffé. Il savait parfois ce que l'adversaire avait dans ses cartes. Ah, voilà la carte européenne, la carte du Maroc, la carte de la pêche, la carte de la migration avec l'Union européenne. Il y a 2 ou 3 projets de loi, de traités qui se font au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne a besoin que Sanchez soit là, surtout pour le pacte de la migration qui est en train de se préparer. Mais quel que soit le scénario plutôt, j'allais dire, quel que soit le scénario, on aura d'autres élections, lapsus révélateur. S'il n'y a pas de consensus ce 17 août, ce sera la route vers de prochaines élections. Non, d'ailleurs, il y aura d'abord le PP va essayer
de mener à bien des négociations avec pas mal de partis pour essayer d'obtenir leur soutien. Un scénario pour moi improbable. Donc, deuxième étape, le roi va recevoir, Philippe VI va recevoir Pedro Sanchez pour lui demander de former une coalition gouvernementale. Donc ça va prendre au moins quelques semaines, mais des fois 2-3 mois, comme ça s'est passé entre décembre 2015 et juin 2016, quand il y a eu 2 élections à un intervalle de 6 mois. Oui. Donc on risque de ne pas avoir un résultat, une issue, jusqu'au peut-être septembre ou octobre. À ce moment-là, la vision sera peut-être plus claire et on sera en mesure de savoir s'il y aura une nouvelle coalition gouvernementale, la même qui a d'ailleurs gouverné jusqu'à maintenant, ou le pays sera appelé à voter une autre fois. Et dans ce cas de figure, je pense que le PSOE serait le perdant. Perdant. Ouais. Parce que l'expérience en Espagne a montré que quand il y a réélection, le parti qui a gagné les premières élections, c'est celui qui gagne les deuxièmes. C'est intéressant quand même. Hein? C'est intéressant, vous avez raison, c'est intéressant. Je suis en train de voir justement un peu pas me tromper sur la chronologie des élections. Oui, juste pour vous donner, en décembre 2015, le PSOE avait perdu les élections. Oui. Il avait obtenu 90 sièges. 22%. C'est un score historiquement faible. Alors que le Parti populaire avait gagné 132 sièges. 123. Non, 123, pardon. Donc, les élections de juin 2016, le PSOE a gagné 137 et le PSOE a gagné 85. Donc, il a perdu 5 de plus par rapport aux élections précédentes. Donc, c'est pour ça que je pense que s'il y a reprise des élections, le PP sortira gagnant. Si le PP sort gagnant, qu'est-ce que ça change dans les relations avec le Maroc, messieurs? Ali El-Harischi, je commence par vous. D'abord... Parce que bon, il y a les sceptiques, il y a les pessimistes et il y a les réalistes. Non, est-ce que la décision, le tournant historique qu'a fait l'Espagne était une décision de l'État? Est-ce que Sanchez a représenté l'État? Est-ce qu'il a consulté aussi le roi? Est-ce qu'il a consulté les Espagnols? Alors, juste pour expliquer à nos téléspectateurs, quelle est la différence entre une décision d'un parti ou d'un représentant d'un parti ou d'un chef du gouvernement, c'est ce que voilà, et une décision d'un État? La décision d'un État engage l'État. Bien sûr, il y a la renonciation. Il est possible qu'un État, dans le droit international, peut faire une renonciation. Mais quand un État s'engage, vous savez, il y a 193 États dans le monde, il n'y a pas 10 000 États, c'est-à-dire c'est des engagements, c'est la crédibilité de l'État. L'Espagne, depuis 2011 ou 2012, il est devenu le premier partenaire commercial du Maroc. Aujourd'hui, c'est un échange, une balance économique commerciale de 20 milliards d'euros, avec un déficit, c'est-à-dire pour le Maroc, pas pour l'Espagne. Donc ils savent ils ont compris, malgré la crise qu'il y avait eu, que ce soit avec celle de Toche, malgré tout ce qui s'est passé, l'Espagne et Sanchez étaient conscients. Et était conscient quand il a fait, pas ce tournant, il est retourné il a fait le retour vers la vérité. Puisque l'Espagne est la puissance qui a été administrante de cette région, du Maroc, qui connaît le dossier, qui connaît la réalité de ce dossier, il va dire, vous êtes mon ami, je gagne avec vous, vous gagnez avec moi, pourquoi continuer à avoir des problèmes? Et ce tournant-là a fait beaucoup de bien pour l'Espagne et pour le Maroc. C'est parce que c'est notre voisin. Nous avons combien, c'est-à-dire de personnes qui traversent l'Afrique, du Nord, l'Afrique subsaharienne, et qui traversent l'Europe pour venir au Maroc. Maintenant, on parle même de liaison fixe entre le Maroc et l'Espagne. On parle de l'organisation de la Coupe du Monde entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Donc, c'est beaucoup de perspectives d'avenir
pour aller de l'avant ensemble et construire ensemble. Donc même si le PP arrive, même si Vox est avec le PP, elle n'a pas intérêt à rompre ou à faire la renonciation par rapport à ce qui a été fait par... C'est-à-dire si Vox va être dans un gouvernement. Il est obligé de le faire parce que 31 sièges, c'est beaucoup pour les 136 qu'ils ont. Maintenant, ce retour-là, c'est-à-dire le PP n'a pas intérêt, il ne peut pas revenir en arrière parce que le Maroc a montré déjà, avec l'un de ses partenaires les plus privilégiés, qui est la France, que voilà, le Maroc, le prisme à travers lequel il regarde ou l'on ses relations et ses partenariats et ses amitiés, c'est le Sahara marocain. Donc le PP n'a pas intérêt de revenir sur ça, et on a tellement de partenariats avec eux. Donc il ne faut pas s'inquiéter si c'est le PP. Mais au vu de tout quand même ce tournant, et Vox ne peut pas faire reculer parce que Sanchez avait avec lui Podemos, qui sont des séparatistes aussi, c'est de l'extrême gauche. Donc c'est la gauche radicale. Qui soutenaient, et même dans Souma, il y a une élue aujourd'hui, une députée qui vient du Tindouf et qui a été élue. Mais tout cela n'a jamais pesé sur la prise de décision de Sanchez. Et quand on a dit la politique d'État, c'est dans un process global. Donc quand on parle de l'Occident, quand on voit la position des États-Unis, quand on voit l'Allemagne qui est arrivée après, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni aussi, même s'il n'a pas encore, mais il y a eu les réunions de haut niveau. Il y a eu des réunions de haut niveau depuis, ça fait très longtemps que le Maroc n'a pas eu des RH, des réunions de haut niveau avec la Grande-Bretagne. Donc tout cela fait que l'Espagne, elle est dans une politique générale, si vous voulez, aujourd'hui, d'un nouvel ordre mondial, et la position avec le Maroc ne pourra pas changer, ni avec le PP, ni avec le PSOE, ni avec Vox. À mon sens, c'est une position d'intérêt d'État. Et là, Hobbes le disait, ou Machiavel, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts avec nous, que ce soit le PP, que ce soit le PSOE, nous avons des intérêts avec eux, et nous avons des gains en commun. Quand on parle de la Coupe du Monde de 2030, vous risquez de décevoir certains qui criaient déjà victoire. Ils criaient victoire avant le dimanche, ils sont déjà... Ils étaient déjà, voilà, ils avaient déjà un commentaire. Oui. Je confirme ce que M. Harachi a dit, et pour mieux le consolider, il faut revenir à l'histoire, à l'évolution de la position espagnole. Car, contrairement à ce que certains médias espagnols et certains méconnaisseurs de l'histoire des relations entre le Maroc et l'Espagne et de la région disent, la position de Sanchez n'a pas été fortuite, ni un changement radical. Elle est l'aboutissement d'une position, d'un changement de paradigme qui a commencé en 2004 avec l'arrivée de Zapatero. À partir de 2004, on a assisté à une embellie des relations entre le Maroc et l'Espagne. Et en 2008, je rappelle qu'il y avait une visite de monsieur, à l'époque, monsieur Taïb Fassi, Abbas Fassi, qui était alors Premier ministre en Espagne, en décembre 2008. Et à l'époque, Zapatero avait décrit le plan marocain d'autonomie comme sérieux, crédible, comme une voie susceptible de permettre la résolution du conflit par le biais des négociations. Et cette position a été raffermie plus tard par Rajoy en 2011. Et je vous dis, moi, je reconnais qu'en 2011, même étant spécialiste des relations maroco-espagnoles, j'avais écrit à la veille des élections de 2011 que les relations maroco-espagnoles allaient peut-être être affectées par l'élection de Rajoy. Or, les faits ont démontré que j'avais tort. Et la position de l'État espagnol sous le Parti populaire a suivi la même politique adoptée par Zapatero. Et là, je rappelle qu'en 2013, lors de la crise entre le Maroc et les États-Unis sur... et c'est l'Espagne. Non, la tension entre le Maroc et l'Espagne concernant le plan d'autonomie, le projet de résolution à l'ONU que les États-Unis avaient introduit, absolument. L'Espagne a fait partie des pays qui ont soutenu le Maroc. Et quand l'Espagne, si je ne me trompe pas, était membre du Conseil de sécurité entre 2015 et 2016, elle
il n'a jamais pris de position contraire aux intérêts du Maroc. Sachant qu'elle était dirigée par le Parti populaire, cette même Espagne, 2015 et 2016. Ça montre bien qu'avec ce changement de paradigme, maintenant, les relations entre le Maroc et l'Espagne ne dépendent pas de quel parti est au pouvoir. Maintenant, ils sont immunisés contre l'idéologie du parti qui est au pouvoir. Et c'est ça la nouveauté des relations entre le Maroc et l'Espagne. Et c'est pour ça que les Marocains ne devraient pas s'inquiéter, car le Maroc a beaucoup de cartes à jouer. Les Espagnols, ils en sont conscients. Et nous avons une diplomatie vieille de plusieurs siècles qui sait comment jouer et comment naviguer le terrain avec les Européens. Et pas que. Et pas que. Et pas que les Européens. Alors, je veux dire, non, surtout avec les Européens, parce qu'on a quand même la mémoire du XVIIIe siècle, XIXe siècle. À cette époque, on était quand même attaqué de tous bords par les Européens. Et malgré tout ça, le Maroc, un État vieux de 12 siècles, a su comment résister au dernier moment. Et malheureusement, à cause de certaines circonstances qui ont malheureusement causé, au bout du compte, l'effondrement de l'État marocain. Donc, juste pour dire aux Marocains, ne soyez pas inquiets. L'Espagne, qu'elle soit entre les mains de la droite ou de la gauche, ne va pas changer sa position. Peut-être qu'il y aura un changement au niveau du discours pour complaire certaines franges de la population. Mais dans le fond, après, de la population ou des partis politiques, avec qui on va faire alliance. Surtout avec Vox. Mais dans le fond, il n'y aura pas de changement. Et d'autant moins que, en ce qui concerne la question du Sahara, Vox ne s'intéresse pas à la question du Sahara. Ce qui intéresse et qui préoccupe Vox, c'est la question du Ceuta et Melilla. Or, le Maroc, pour l'instant, et depuis les années 60, a toujours mis la question de Ceuta et Melilla en veilleuse et donne la priorité à la question du Sahara, et la position du Maroc restera la même. Les Espagnols, ils en sont conscients. Merci en tout cas, messieurs. Merci à vous. Merci pour ce débat très enrichissant. Nous avons beaucoup appris avec vous. Ce feuilleton ne se termine pas. Il y aura certainement des suites après ces élections anticipées, les élections législatives qui sont tenues le 23 juillet. Et nous attendrons donc les coalitions qui vont se fermer. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.